Bien. On va conclure ces 2 journées de colloque avec les survivants. Il n'y en a pas beaucoup. Bien, on aura 2 moments et on va essayer vraiment de terminer à 17h. Donc on va d'abord donner la parole à Jean-Luc Ferrand, qui est enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers à la chaire de formation des adultes, où il est notre spécialiste territoire. Bon, il est là au titre de sa connaissance des problèmes, mais aussi parce que c'est lui qui a coordonné les 2 numéros de la revue Éducation permanente que vous avez eu dans votre mallette. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, au nom du Conseil scientifique de Jacotot, on vous dira quelques mots, Patrick Maillen qui préside ce comité et moi-même. Jean-Luc, à toi. Merci Guy. Alors effectivement, j'ai quelques connaissances des territoires et donc c'est ce qui m'autorise à parler ici. Et en lisant les 2 numéros d'éducation permanente et en ayant participé à l'intégralité du colloque, je me dis que le travail de synthèse il est bien difficile et que finalement il faudrait peut-être un autre numéro d'éducation permanente ou un autre colloque, parce qu'il y a tellement de choses finalement et de questions que le colloque a suscité qu'on est sur des perspectives dynamiques et donc des perspectives qui méritent d'être approfondies. Alors il y a beaucoup de moi dans cette synthèse, mais j'ai essayé de m'attacher à vos propos et ça donne ce que ça donne, une sorte de synthèse en 8 points. J'espère que vous allez vous y retrouver. Premier point, c'est d'essayer d'interroger la notion de territoire de différentes manières qui ont été évoquées par le biais des différentes couleurs des différents ateliers. Premier point, c'est le territoire. Le territoire, c'est un système d'acteurs. Alors c'est peut-être une évidence, mais enfin ça a été rappelé, de manière, me semble-t-il, très habile par notamment l'intervenant belge de ce matin, avec ses schémas, pour rappeler que quand même le territoire, c'est pas le local simplifié, c'est pas le local gentil, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, où s'agglutine en fait toute la complexité des systèmes d'acteurs du niveau national, du niveau régional et du niveau infrarégional. Et donc, en fait, quelque part, le local, c'est plus compliqué qu'on ne pense. Et c'est peut-être le niveau le plus compliqué d'articulation des acteurs. Et donc, ça pose aussi la question de la description de ces acteurs. Il paraît qu'il y a un très beau schéma qui a circulé dans un atelier, j'en suis preneur, sur le schéma des acteurs au niveau du territoire. Moi, j'en ai déjà, mais celui-là m'intéresserait. Et puis, ça pose aussi la question de la gouvernance. Alors, on a vu justement dans le schéma de ce matin qu'il y a plusieurs possibilités d'envisager l'organisation des acteurs et l'organisation de la gouvernance au niveau territorial, et qu'il n'y a pas forcément un modèle. Le deuxième point, c'est le territoire comme révélateur de nouveaux indicateurs. C'est notamment la première partie du colloque hier matin, avec les 2 interventions d'Alain Lipietz et puis du professeur du CNAM, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, Davy, voilà. Quand on parle de croissance, quand on parle de développement durable, développement économiquement soutenable ou écologiquement soutenable, on amène finalement à reposer, à re-questionner les modalités, les modes, mais aussi les indicateurs de ce qu'on appelle la croissance et le développement dans les économies occidentales depuis la guerre, en fait, qui fonctionnent sur cette fameuse fonction de PIB, qui est lui-même déterminé par des indicateurs qu'on peut parfaitement changer. Et quand on parle de territoire et de développement micro-local, avec toutes les ambiguïtés que ça suppose, ça amène à reposer la question des indicateurs. Alors, notamment dans le premier atelier hier matin, il a bien montré que il y a des territoires qui, si on prend les mêmes indicateurs, sont dans des perspectives de développement différentes, certaines positives, d'autres négatives, mais que si on change les indicateurs, on trouve des conclusions totalement inverses. Donc la question du territoire, ça mène à repositionner, me semble-t-il, et ça c'est un atout vraiment important, la question de qu'est-ce que c'est que la croissance, qu'est-ce que c'est que le développement, qu'est-ce que c'est que le progrès, et comment on le mesure. Donc reposer la question des indicateurs économiques et des indicateurs du développement économique et du développement social, c'est peut-être encore un peu plus compliqué. Troisième élément, le territoire, c'est de la connaissance. Oui, bon. Alors, on a parlé de référentiel de compétences à plusieurs reprises. Le territoire, justement, c'est pas du référentiel de compétences. C'est plus compliqué que ça et c'est plus intéressant. Le territoire, c'est de la compétence, bien sûr, des gens qui y habitent, mais le territoire, c'est pas simplement la somme des compétences des gens, des institutions qui résident. C'est autre chose. C'est une compétence cachée. C'est une compétence antérieure. C'est les savoir-faire anciens, les savoir-faire enfouis.
c'est les potentiels de développement. C'est tout ce qui touche à un savoir collectif. Comment ça rentre dans les référentiels de compétences? Moi, je ne sais pas. Donc, l'approche de la connaissance sur les territoires, qu'est-ce que c'est que la connaissance sur les territoires? Qu'est-ce que c'est que la compétence d'un territoire? C'est une question qui mériterait d'être creusée, approfondie, même déjà posée. En tout cas, je pense que ça renouvelle, le territoire renouvelle l'approche de la compétence, qui actuellement est une compétence essentiellement centrée sur l'entreprise, sur l'individu dans l'entreprise, l'individu sur le poste de travail, et qui oblige à poser aussi la question, qui est connue quand même, des compétences transverses, c'est-à-dire que sur les territoires, dans la mesure où on sait que les gens ne sont pas mobiles, ça a été dit encore il y a 5 minutes dans le dernier atelier, l'espace de mobilité maximum des gens, c'est grosso modo le bassin d'emploi, poser la question de la transférabilité des compétences, de la modification des compétences. Et la question qui avait déjà été posée par Guy, en fait, hier matin, c'est comment faire, avec les mêmes personnes, faire autrement que ce qu'on a fait avant, mais avec les mêmes. Troisième conception du territoire, c'est la dimension du temps. Alors ça a été abordé, mais de manière tangentielle, mais dans beaucoup d'ateliers. Le territoire, c'est du temps. Ça peut paraître bizarre. On aurait dû appeler en fait ça le thème du colloque l'espace-temps, l'espace-territoire. Alors bien sûr, le territoire, c'est du temps pour des tas de raisons. Déjà au niveau des voies de communication, c'est-à-dire que l'articulation des territoires entre les territoires locaux et le territoire régional ou national, c'est une question aussi de temporalité, mais aussi à l'intérieur d'un territoire. Alors ça pose des questions, on ne peut pas séparer les deux, c'est-à-dire que le territoire c'est du temps et le temps c'est du territoire. Et les deux, c'est une possibilité ou non d'accès à la formation ou à l'emploi. Alors là, ça me semble intéressant parce que ça peut être décliné aussi de différentes manières. La temporalité, c'est la temporalité des acteurs. Alors ça a été dit à plusieurs reprises, notamment dans le dernier atelier, pour travailler sur les territoires, il faut du temps. Un projet de territoire mené, par exemple, par le Greta de Viva 5 sur la Drôme, c'est 10 ans. Et en même temps, il y a d'autres acteurs qui disent, mais le territoire, il faut réagir dans l'urgence. Les CARIFOREF, on leur passe des commandes qui sont de régler de manière curative, enfin donner de la connaissance de manière curative sur des problèmes immédiats, mais faire de la prospective à 20 ans. Donc il y a une articulation des temporalités à gérer sur les territoires, et le territoire est le lieu de superposition et d'intrication de temporalités différentes. Alors ça, c'est une thématique qui me semble importante parce qu'elle est traitée à peu près, à ma connaissance, à peu près nulle part. La cinquième dimension, si je retrouve une autre, c'est la question des différences. Le territoire, c'est les différences. Et ça va même plus loin que ça. Alors, c'est une banalité, hein. Les territoires, c'est différent. Sur Picardie, par exemple, chaque bassin d'emploi est différent, a une histoire, une culture, etc. Bref. Mais on a été plus loin que ça hier matin. On a parlé de fracture territoriale. Fracture territoriale, c'est-à-dire qu'il y aurait, aujourd'hui, mais surtout dans l'avenir, des territoires en capacité de devenir, grosso modo, qu'on va appeler dans la nouvelle loi les métropoles, et puis d'autres territoires, qui seraient les territoires périurbains, ruraux, réaménagés, que sais-je, qui seraient dans des problématiques de développement, si on adopte toujours les mêmes critères et les mêmes indicateurs de développement, qui seraient en régression, et que ce serait inéluctable. Et que toute la loi qui a été votée, d'ailleurs aussi la loi du 26 novembre, sur la réforme des collectivités territoriales, va dans ce sens-là, considère ça comme un fait acquis. Ben là, c'est à la fois un constat et une inquiétude. C'est-à-dire, est-ce que cette fracture territoriale est réelle? Est-ce qu'elle est inversible? Est-ce qu'elle est aussi terrifiante que ça? Est-ce qu'elle ne fait pas que redoubler aussi des fractures sociales? Parce que c'est un terme galvaudé, mais enfin c'est quand même ça. Souvent c'est la même chose d'ailleurs, hein, parce que finalement les populations qui sont sur les territoires fragiles, c'est aussi des populations fragiles. Et donc cette risque de fracture territoriale repose la question de comment prendre en compte les différences territoriales pour en faire des éléments de positivation des dynamiques de développement et pas des dynamiques de régression. C'est en fait finalement faire en sorte que les différences ne s'en sortent pas en inégalité, d'une certaine manière. Le cinquième point, ou le sixième, je ne sais plus trop où j'en suis. Sixième. C'est... vous suivez, ben j'espère bien. Non, mais parce que je présente pas dans l'ordre où j'ai écrit. Le territoire, c'est aussi des gens. C'est idiot de dire ça comme ça, mais quand même.
le territoire pensé par les grandes politiques publiques ou privées, c'est quand même de la superstructure. Or, la réalité du territoire géographique physique, c'est quand même le lieu de vie et d'habitation des gens. Et ça a tout un tas de conséquences sur la façon dont l'information peut se positionner. C'est que d'abord c'est du social, et que donc ça repose la question de peut-on penser la formation uniquement au service de l'emploi et de l'économie, et où est le social là-dedans? Ça pose aussi la question de la complexité du social. Effectivement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le territoire, c'est la façon dont vivent les gens, et les gens, ils vivent pas forcément comme les grandes institutions disent qu'ils vivent. Ça renvoie un peu au discours de Philippe Mérieux hier soir. Les grands discours institutionnels sont des discours qui ne fonctionnent pas a priori par rapport à la réalité vécue des populations. Ça pose aussi la question de la connaissance de ces populations, parce que finalement, lorsqu'on dit la formation au service de l'individu, l'individualisation de la formation, encore faut-il connaître réellement les modes de vie des gens. On parlait dans le dernier atelier de l'appétence à la formation. Alors c'est un terme effectivement qui est bon, mais au moins de l'engagement des individus en formation. Il n'y a pas de demande, les gens n'y vont pas, etc., etc. Mais encore faut-il savoir pourquoi. Et le pourquoi, il est dans l'environnement, il est dans la personne, mais c'est aussi surtout dans l'environnement et dans un environnement de proximité, puisqu'on sait en plus que les gens qui ne partent pas en formation, qui ne sont pas demandeurs de formation, c'est aussi les gens qui ne sont pas mobiles. Donc entre l'engagement en formation et la territorialité de l'émergence de la demande, il y a des liens qu'il faut arriver à comprendre. Et donc du coup, ça pose aussi la question des méthodes de positionnement et d'investigation de la formation sur les territoires. Et moi je milite dans ce sens-là, et ça a été plus ou moins dit, ça n'a pas été dit comme ça, mais pas loin tout à l'heure, une connaissance, je dirais, de type sociologique, de type anthropologique du territoire. Sinon, on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas les logiques adéquationnistes de la relation emploi-formation, ce n'est pas les travaux purement quantitatifs faits par les branches professionnelles ou même par les OREF, qui ont toutes leurs valeurs, mais ce n'est pas suffisant pour essayer de penser la territorialisation de la formation professionnelle. Et puis, la question des gens, c'est aussi la question des citoyennetés. Alors, on l'a un petit peu abordé, à 2-3 reprises, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Quand même, si on a décentralisé en 82, c'était pour rapprocher les lieux de décision des lieux de vie des gens et des lieux d'affectation et du pouvoir politique de décision. Donc, si la citoyenneté n'est pas au cœur de la problématique des territoires, c'était peut-être pas la peine de décentraliser. Bon. Il faut qu'il y ait du mieux social, du mieux-disant social. On a parlé de mieux-disant économique dans les appels d'offres tout à l'heure, du mieux-disant social. Alors, est-ce que le territoire, et quelles seraient les conditions pour que le territoire soit un mieux-disant social par rapport, d'une part, à la vie tout court des gens, à la citoyenneté au sens propre, et puis en quoi la formation est interrogée par cette question-là? Alors, ça pose des tas de questions aussi, c'est quelle est la place de l'usager dans les systèmes de formation? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire dans la construction des systèmes et des offres? Quelle est leur place dans l'émergence de la demande? Ont-ils un moyen de regard, de contrôle ou simplement d'expression sur la façon dont sont mis en place les systèmes de formation, etc., etc., etc. Un autre aspect, et je vais presque tenir les temps, c'est que le territoire, c'est aussi un système de flux. C'est le 7e point. Alors, ça a été évoqué de manière très aussi tangentielle dans les ateliers. C'est pas statique. Le territoire, c'est des flux de tas de choses. Alors, c'est des flux matériels, par le commerce, les industries, les voies de communication. C'est des flux financiers. C'est des flux de population. C'était dit dans le dernier atelier. Finalement, les gens, ils rentrent sur un territoire, ils sortent sur un territoire, ils rentrent dans une filière de formation, ils sortent d'une filière de formation, ils rentrent dans une filière de formation, ils sortent dans un métier, ou ils ne sortent pas dans un métier, ou ils sortent dans un métier qui n'est pas celui de la filière prévue. Donc il y a tout un tas de flux, et il y a aussi les flux d'information, bien sûr. Notamment, ça a été posé la question, comment les travaux, notamment des OREF, peuvent être utilisés ou non par les acteurs. Quelle est la diffusion de l'information? Quelle densité, quel niveau d'information il faut donner aux différents acteurs pour que le système marche? Et le plus important, c'est quand même la question des flux humains. Les mobilités professionnelles, les mobilités de formation. Alors ça, on peut le voir au niveau régional, on peut le voir au niveau local, mais on peut le voir aussi au niveau de l'organisme de formation. L'organisme de formation, c'est quoi? C'est un système de flux, c'est-à-dire des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Et qui sont censés sortir avec une qualification, ou avec, en tout cas, sortant
différents de comme ils sont entrés. Alors cette approche du territoire par les flux, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très peu analysé. Alors très peu analysé sur le plan sociologique, un petit peu analysé par rapport à la question de l'emploi, mais encore une fois, c'est difficile, parce qu'analyser et raisonner en termes de flux, ça suppose de mettre en place des méthodes d'analyse, des méthodes d'observation qui sont souvent extrêmement pointues, notamment, actuellement, il n'y a que le CEREC qui en fait à ma connaissance, les études longitudinales, c'est-à-dire on prend une classe d'âge à un moment donné, on la suit pendant 10 ans, puis on voit ce qu'elle donne. Alors là, il faudrait, si on veut faire ça au niveau de toute une population, on voit bien, c'est quasi techniquement et financièrement impossible. Alors, conclusion de tout ça, c'est la formation. Les organismes de formation là-dedans. Comment ils peuvent s'en sortir? Alors, j'appellerais ça l'extension du domaine de la formation, hein, pour paraphraser Houellebecq. Et puis, j'avais retourné hier dans un atelier, le titre de l'atelier, il s'appelait « Formation et revitalisation du territoire ». Puis moi, j'avais suggéré de retourner le titre, de dire « Territoire et revitalisation de la formation ». Ça me semblait aussi juste. Pas plus, mais pas moins non plus. Alors, quelque part, le territoire, ça oblige. Je pense que vraiment ça oblige. Et ça va obliger de plus en plus. Les organismes de formation à travailler autrement. C'est-à-dire à travailler de manière qui n'est pas complètement nouvelle, parce que tout ce qu'on dit sur les territoires n'est pas fondamentalement nouveau. Ça prend un contexte sans doute plus fort aujourd'hui, compte tenu du contexte économique et compte tenu de cette fameuse réforme des collectivités locales qui, moi, m'inquiète beaucoup, mais je crois que je ne suis pas le seul. Les organismes de formation, ils ne sont pas simplement en attente de financement d'appels d'offres publics ou d'appels d'offres privés. Raisonner territoire, il y a une intervenante qui l'a dit dans le dernier atelier, raisonner territoire. Pour un organisme de formation, c'est intéressant ça, raisonner territoire. Alors je ne raisonne pas demande, je ne raisonne pas offre, je ne raisonne pas ingénierie de formation, je raisonne territoire. Ça veut dire se décentrer. Ça veut dire que l'organisme de formation, il est en amont de la formation. Il est dans les projets. Il est dans les projets de territoire. Il est dans l'élaboration des appels d'offres. Il est dans l'élaboration des CBRDF. Il est avec les branches professionnelles. Il est aux différents niveaux d'échelons de décision ou de concertation. Et puis, il a une vision, oui, je termine, et puis il a une vision, je dirais, polypédagogique de son intervention. C'est-à-dire qu'il va mettre en œuvre des types d'intervention de manière proactive. On a utilisé le mot, j'aime pas trop, mais enfin c'est proactif. C'est-à-dire on n'attend pas que l'argent vienne. On provoque des idées, on provoque des projets. On le provoque en général avec d'autres, c'est-à-dire pas tout seul, et avec une autre professionnalité des formateurs. Et quelque part, dans plusieurs projets qui ont été proposés, on voit que ça marche. C'est pas qu'une utopie, ça marche. Hein, on va dans un projet, on crée même un diplôme. Un diplôme crée la venue d'entreprise, des venues d'entreprise créent des emplois, etc. Donc, quelque part, l'organisme de formation, c'est ça je termine là-dessus, c'est ça qui me semble important, c'est qu'il est acteur du territoire. Il n'est pas simplement celui sur qui va fondre toute la misère du monde, c'est-à-dire qu'il va venir au dernier échelon, du dernier bout du chaînage de la résolution des problèmes économiques et sociaux, mais il est en amont dans les processus de création d'activités. Et donc, du coup, la formation, c'est pas qu'une réponse, et ça a été dit d'ailleurs hier aussi dans un atelier ici, être sur les territoires, c'est être en intervention. C'est-à-dire la formation sur les territoires, ce n'est plus de la formation, c'est de l'intervention. Et je renvoie au système, puisqu'on intervient, le territoire c'est un système, et donc si on est dans un système, on n'est plus simplement dans une offre, on est dans une intervention de fait. Voilà, alors ça renoue aussi, je termine là-dessus, c'est à la fois porteur d'espoir, parce que c'est à la fois novateur, c'est vrai que ça prend un peu le contre-pied de toute une évolution, je dirais trentenaire, de la formation héritée de l'OE 71, où sont développés à l'envi l'ingénierie de formation, les systèmes, les procédures, les appareils juridiques, etc. Et quelque part, il a été dit que le territoire, c'est un moyen de revitaliser l'appareil de formation professionnelle et aussi de revenir aux sources. Revenir aux origines, revenir aux fondamentaux, comme l'a dit Philippe Mérieux, c'est-à-dire le pédagogique, l'individu et le système d'acteurs. Voilà, alors c'est peut-être une vision utopiste, pour moi ça n'en est pas une, c'est peut-être de la candeur, même pas calculée.